Très bien. Allez, vas-y Marc. Euh, donc, merci à tous d'être là pour ce premier webinaire de l'année. Et j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je trouve particulièrement intéressant. Antonio va venir nous parler de tests d'accessibilité. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Donc, ce webinaire de la taverne, c'est le premier de l'année. Il y en a d'autres qui seront prévus, évidemment. C'est un blog sur lequel vous pouvez trouver plus de 500 articles français qui vont parler de divers sujets et sur diverses formes, sur lesquels vous pourrez retrouver aussi d'autres webinaires. Il y a de nombreux auteurs passionnés, plus d'une dizaine de contributeurs dans la taverne. Et si vous voulez contribuer, il suffit de me contacter. Le webinaire de la taverne, c'est vraiment de parler de sujets qui vont attiser notre curiosité, de parler de sujets innovants, de choses importantes, mais sur lesquelles on ne prend pas assez souvent le temps de se pencher ou juste de parler des choses de manière différente. Le blog de la taverne propose un contenu gratuit et aussi gratuit pour moi au niveau hébergement, grâce aux sponsors, donc qui sont Smart Testing, Certilog, Questit, voilà, nouveau sponsor arrivé cette année, All for Test et Testum, donc encore merci à eux. Donc sur ce, je vais laisser Antoine nous parler de sujets d'accessibilité et se présenter rapidement. Merci Marc. Bonjour à tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Antoine Ferreira. Je suis le fondateur de la société Deo.dev. C'est une société qui a pour but d'aider les entreprises à avoir une transformation accessible. Ça veut dire avoir l'accessibilité prise en compte dans tout leur cycle de développement. Depuis la prise de décision, la conception, le développement, le testing, etc. Alors moi, mon background personnel, j'ai toujours travaillé dans le monde du développement informatique. J'ai commencé en 2013, donc il y a 10 ans. Et bon, j'ai eu la chance de travailler dans toute la partie codage la plupart du temps, mais grâce à mon parcours avec l'accessibilité qui a commencé en 2016, parce que je travaillais pour une entreprise qui gérait des compagnies aériennes. Et en 2016, le Department of Transportation aux US a obligé à toutes les compagnies aériennes qui volaient depuis ou vers les États-Unis à être accessibles. Là, j'ai commencé à travailler aussi avec les équipes de UX pour faire des révisions des conceptions, euh, entraîner les développeurs pour que leur code devienne accessible, aider les testeurs, les QA pour automatiser, pour avoir des outils automatiques de testing, etc. Et du coup, bon, au début de cette carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec pas mal des grosses entreprises assez connues et d'autres qui sont pas aussi connues. Et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'assister à la JFTL. J'étais invité par Nicolas Lègle de l'entreprise Atenco. Du coup, juste merci à lui pour m'avoir invité. Et ensemble, on a parlé d'accessibilité numérique et on a gagné le prix à la meilleure présentation l'année dernière. Du coup, c'était vraiment euh, une session d'introduction et on pourra partager aussi la présentation de cette session avec celle-là sur la taverne, sûrement. Et voilà, je vous avais quelques liens de contact si à un moment donné vous voulez me contacter. Je vais ouvrir une chaîne YouTube et Twitch pour diffuser. Ça sera la première diffusion, ce sera ce webinaire. Et après, je vais continuer à rajouter du contenu lié à l'accessibilité numérique si ça vous intéresse. Alors, dans le chat, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'accessibilité numérique? Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé sur le sujet ou est-ce que vous voulez entamer sur ce sujet? Vous pouvez déjà mettre sur le chat, euh, genre entamer, travailler ou je sais rien du tout, je sais un petit peu, voilà. Juste pour avoir une idée de l'expérience que l'audience a dans ce sujet-là. Alors, on a qui ont entendu parler. D'habitude, c'est ça le cas, on a entendu parler, mais bon, on n'a pas toujours commencé. Oups.
aller sur le chat, un peu entamé, pratiquer un peu, mais pas en continu. Ok, bon, il y a un peu de tout. Alors, il y a des gens qui ont mis les mains dessus déjà. Il y a des gens qui ont assisté à des présentations, qui sont déjà un peu formés dans l'accessibilité numérique. Bon, pour moi, l'accessibilité numérique, c'est éliminer les barrières dans le monde numérique. C'est une question d'équité numérique. Alors, c'est pour ça que je vais permettre à tous, c'est parce que ça va aider à tout le monde d'une façon ou d'une autre, on verra après, à éliminer ces barrières. Vous pouvez par exemple imaginer une personne qui avait un handicap pendant la crise du Covid, on était tous enfermés, il devait faire certaines gestions dans sa banque, et voilà, sa banque n'était pas accessible peut-être, voilà, il est bloqué. Alors comment est-ce qu'il fait vu qu'il ne peut pas sortir, par exemple? Ça, c'était un cas où bon, la quantité de problèmes légaux qu'il y a eu aux États-Unis pendant cette période a augmenté énormément. Alors, pourquoi je dis permettre à tous? Parce que, en réalité, l'accessibilité, c'est quelque chose qui va tous nous affecter à un moment ou à un autre. Alors, ce slide, ça vient du Pôle emploi suédois. Je l'adore parce qu'en fait, ça parle de handicap, on va dire, permanent. C'est ce qu'on pense normalement quand on parle d'accessibilité. Ah oui, c'est pour les gens aveugles ou les gens sourds ou des choses comme ça. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on est tous à un moment ou un autre de notre vie assujettis à un handicap, soit temporaire. Si je me casse un bras, peut-être que je ne peux pas utiliser ma souris normalement et je vais juste utiliser le clavier. Si je suis dans un bar où il y a plein de bruit, je suis en train de regarder un vidéo ou essayer d'entendre une conférence, bah là voilà, vous avez le sous-titre sur mon PowerPoint. Vous pouvez entendre, même s'il y a du bruit autour, vous pouvez lire sur l'écran ce qui est en train d'être dit. Du coup, vous avez accès à cette technologie numérique. Juste pour info, il y a une étude récemment en 2022 aux US, il y avait plus de 50% d'utilisateurs des services de streaming comme Netflix, Prime Video, YouTube, etc., qui utilisaient des sous-titres. Parce que ça clarifie ce que les acteurs disent, ça permet d'avoir, par exemple, je sais pas, si je suis dans la baignoire et je n'entends pas très bien parce qu'il y a le bruit de la douche, bah, je peux activer les sous-titres, voilà. Du coup, il y a plein de situations où on peut être affecté par le bénéfice de l'accessibilité. Pareil, on est toujours avec notre téléphone. Si je sors là, il y a plein de lumière. Si les contrastes de couleurs sont pas bons, bah, peut-être je vais avoir un problème. Alors, en parlant de contraste de couleurs, ça s'appelle un test d'Ishihara. Alors, j'aimerais bien voir que vous tapez sur le chat les 5 chiffres que vous voyez sur l'écran. Alors ça, c'est un test de daltonisme, juste pour info. Sur la JFTL, cette conférence qu'on avait eue, le stat officiel, c'est que jusqu'à 8% des hommes peuvent être considérés daltoniens. Sur la JFTL, bon, c'était avec un projecteur, du coup c'est un peu moins clair qu'ici dans le partage d'écran, mais il y avait à peu près 8% des hommes dans la salle qui ne pouvaient pas bien voir toutes les couleurs. Alors déjà sur les chats, je vois quelques chiffres foireux. Le deuxième, c'est un 2, c'est pas un 8. Le troisième, quasiment tout le monde là, je pense, oui. Le troisième, il y a des mélanges entre 74 et 71, c'est un 74. Et le dernier, c'est un 6, c'est pas un 8. Du coup, vous pouvez bien voir que si on choisit incorrectement notre palette des couleurs, alors ce problème-là, si je suis à l'extérieur avec un téléphone, c'est encore pire. On est tous affectés par ce qui est, on va dire, englobé sur tous les critères d'accessibilité. Il y a des critères de contraste. Ça va améliorer l'usabilité de votre application pour tout le monde, pas que pour les gens qui ont des problèmes de daltonisme, d'être sourd, de vision, etc. C'est quelque chose qui va aider tout le monde. Alors, pourquoi c'est important? Bon, bah, meilleure usabilité, forcément meilleure accessibilité, forcément meilleure usabilité pour tous. Je viens de vous montrer un exemple. Il y a aussi des exemples physiques hein, dans le monde réel, on va dire, pas numérique. Je suis en train de marcher sur la rue. Sur les trottoirs, on a toujours les petites rampes sur les angles.
Ça, c'était fait pour les personnes avec des problèmes de mobilité qui avaient besoin, par exemple, de monter par la rampe avec leur fauteuil roulant. Mais c'est ultra pratique quand moi je vais faire mes achats et je tire mon petit chariot, ou papa et maman, ils poussent la petite Euh, poussette avec le bébé. Antonio, une Ouais. question dans le chat à laquelle il faut répondre maintenant. Oui. A11Y, à quoi ça Ah, correspond? pardon, je vous ai pas dit ça, en effet, j'ai loupé. C'est accessibility. En fait, en anglais, on met la première lettre et la dernière pour raccourcir le mot. Il y a 11 lettres entre les deux. C'est accessibility, donc on met A, 11 lettres, Y. Vous allez le voir aussi sur le mot. Non, accessibility, c'est juste le nom, on va dire, pour dire accessibilité. Les normes, on verra après. Euh, voilà, c'est exactement ce qu'Olivier dit. C'est comme I18N pour internationalization. Pour pas mettre ce mot énorme, on met I18N. C'est juste un raccourci, en fait. Alors, j'étais sur l'exemple physique. On disait, bah, les petites rampes sont super pratiques quand je porte mes achats ou je porte les enfants avec la poussette. Les arrêts de bus, ils ont été surélevés pour qu'on ne tombe pas à la sortie du bus. Ça a été fait au début pour les personnes âgées, mais on peut tous tomber, hein. Du coup, c'est quelque chose qui est au début initialisé pour une raison d'accessibilité pour un cible de personnes, mais qui à la fin a un impact pour tout le monde. Alors, meilleure accessibilité égale meilleure usabilité pour tout le monde. En plus, il y a d'autres avantages. Vous pouvez adresser un marché plus grand, forcément. Si je suis aveugle, je ne peux pas utiliser le site de ma banque, je veux changer de banque pour un site où je peux l'utiliser. Euh, et pas que côté client. Si je suis la personne qui embauche, je peux aussi, si mes logiciels internes sont préparés, je peux embaucher des gens qui ont un certain handicap et je suis sûr qu'ils vont pouvoir travailler de façon normale juste parce que bah, toutes les présentations et les documents soient accessibles, mon site web pour travailler interne est accessible, etc. Ça facilite la vie à l'embauche. C'est important surtout pour des énormes entreprises qui ont du mal à recruter, ils ont peut-être besoin de recruter 100 personnes, bah, ça aide à élargir la taille du marché adressable pour recruter. Meilleur SEO, c'est le meilleur placement sur les moteurs de recherche parce que ça analyse le code et qu'on sait bien structuré, il y a les bons paramètres. Ça va positionner mieux votre site gratuitement. Protection légale, bien sûr, comme j'ai dit aux US, il y a déjà une législation. En France, on a une législation pour les entreprises qui ont plus de 250 millions d'euros de revenus, qui sont dans certains secteurs. Et il y aura une législation européenne, à niveau européen, 2025, sur tout ce qui est banque, finance, e-retail, ticketing, etc., etc. Du coup, ça vous donnera une protection légale. Et finalement, vous avez une meilleure marketing. Alors, le marketing, ça marche de deux côtés. Soit vous êtes accessible, ils vont très bien parler de vous à l'entourage, soit à l'envers, ah bah, vous êtes la personne qui n'est pas accessible, je déteste ma banque ou mon assureur ou mon site d'achat parce que je ne peux pas acheter là-bas. Bah, là, je veux mal parler, dire ah, allez plutôt vers cet autre site pour acheter. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'état de l'accessibilité sur un site web? Alors, ça, on a deux standards, on va dire ici en France. Alors, le standard international, c'est le Web Content Accessibility Guidelines, aussi connu comme WCAG ou WCAG. C'est un standard commun qui a été développé par le World Wide Web Consortium, du coup les gens qui ont créé Internet à peu près. Et il y a trois niveaux de conformité. C'est le niveau A, c'est les règles de base qu'il faut avoir pour être accessible à un premier niveau. Le critère AA, ça veut dire c'est le niveau AA, c'est des critères plus restrictifs. C'est là où toutes les lois vont cibler, on va dire, pour être accessible selon les différentes lois de l'Union européenne, des États-Unis, etc., il faut avoir le niveau AA. Et enfin, on a un niveau AAA qui est dédié si on fait une application spécifiquement pour un certain type de handicap. Par exemple, je veux faire un site web qui est ciblé pour les personnes qui sont sourdes. Ben, je vais essayer de cibler tous les critères AAA qui sont liés à la surdité. En France, comme c'est souvent le cas, on veut faire notre propre truc et on se casse un peu la tête pour avoir un peu au-delà de WCAG un référentiel un peu plus, on va dire, c'est mieux structuré, on va dire.
parce que c'est juste une batterie de tests. Alors, le RGA, en France, ça s'appelle le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. En bref, tous les critères RGA se basent sur les critères WCAG. On ira voir après, à la fin, juste un exemple. Vous allez voir, il y a une référence avec un lien vers le critère WCAG. Si vous êtes WCAG accessible, vous êtes RGA accessible et à l'envers. C'est quasiment vrai dans 99,9% des cas. À la base, tous les tests de la RGA ont été basés sur les tests de WCAG. Donc oui, il n'y a pas de différence là. Et si vous avez un logiciel qui est juste en France, je vous conseille de viser plutôt le RGA. Si vous avez un logiciel qui est international à niveau de plusieurs pays, je vous conseille de viser le WCAG. Alors là, parce que vous n'allez pas faire un audit pour la règle française et un audit pour le reste du monde. Faut juste faire l'audit WCAG et voilà. N'importe quel tribunal européen, si vous êtes WCAG AA, dira vous êtes bon. Alors, il faut se méfier de ce qu'on dit un score d'accessibilité parce que je peux avoir un score. Imaginons j'ai un site de retail, d'achat de vêtements. Je peux avoir un score 99% d'accessibilité raté sur un truc. Si mon bouton pour payer n'est pas accessible, alors là, je peux être 99% accessible que mon site ne va pas être accessible parce qu'un client ne peut pas payer. Alors, le score, c'est juste indicatif, mais c'est ça, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de problème bloquant sur mon site. Il faut le prendre avec la pincée de sel, on va dire. Il y a des petites nuances qui peuvent tout changer. Alors, ce n'est pas juste le score, c'est un bon indicatif en général, mais il y a la sévérité des problèmes aussi. Une question sur RGAA, c'est est-ce que Ouais. ça fonctionne avec les mêmes niveaux que WCAG? Alors, avec les différents A. RGA, il n'y a pas de niveau, ça a été basé sur WCAG AA. Et voilà, du coup, c'est le standard basé en France, basé sur les règles européennes AA. Voilà. Testing automatique. En tout cas, comme je dis, hein, j'ai pas encore, dans toute mon expérience, j'ai pas encore travaillé avec quelqu'un qui m'a demandé de faire un triple A. Du coup, c'est vraiment des cas très, 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 très spécifiques. Dans 99% des cas, vous allez cibler le double A ou le RGA et voilà, c'est tout. Alors, test automatique. Alors, le test de l'accessibilité, ça peut être très facile de commencer. Alors, il y a plusieurs logiciels de testing automatique. On a par exemple Axcore. Alors là, moi, je suis partenaire avec eux parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai utilisé leur logiciel. Je trouvais que c'était génial. Du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est open source, c'est gratuit. Je vais parler avec eux. Ils ont des logiciels aussi payants, mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi, je suis ici pour divulguer un peu tout. Du coup, je vous montre d'autres outils. Mais sachez que Microsoft base leur logiciel d'accessibilité sur Axcore de DQ et Google Lighthouse base le test de Google qui est intégré sur les navigateurs Chromium, ça veut dire Edge et Chrome, sur Axcore. C'est ça qui marche derrière les scènes. Et si on tourne les deux tests ou les trois tests sur Microsoft, Google et Axe, vous allez voir, on a les mêmes résultats. Alors, la version de Axe, elle est un peu plus récente, on va dire. Ils sont un ou deux versions en avance par rapport à ce qu'ils publient dans open source. Sur Microsoft, Google Lighthouse, parce que forcément, ils doivent se mettre à jour avec les dernières mises à jour d'Axcore, et c'est pas toujours immédiat. Ils ont d'autres outils gratuits, par exemple AxeLinter, c'est pour quand vous développez. Bah là, vous pouvez, par exemple, si je suis en train de coder une image, j'ai oublié de mettre un texte alternatif pour l'image, ça va vous le souligner en rouge et vous dire, vous avez oublié ça. Après, il y a des versions payantes si vous voulez intégrer ça dans la CI/CD, des choses comme ça. Mais il y a d'autres options aussi, pas payantes, qui vous permettent d'améliorer ce genre de choses en open source. Je vous montrerai aussi. Alors, les tests automatiques, ça va couvrir entre 15 et 50%, ça dépend du site, des problématiques d'accessibilité. Tout le reste, c'est du testing manuel. Alors,
je vais faire une petite démo avec Accessibility Insights. AxScore Pro, ma licence vient de périmer il y a 2 jours. Du coup, bon, je ne peux pas vous montrer cette version payante, mais c'est la même chose que Accessibility Insights, sauf que c'est un petit peu plus intelligent et un peu plus guidé, mais bon, c'est à peu près la même chose. Et finalement, bah, le testing s'est fait aussi à la main par les experts en accessibilité, comme moi. On lance un lecteur d'écran et on va voir des différents cas. Alors, on va voir des différentes utilisations. On va faire du testing manuel, du testing guidé, du testing par un expert, parce que bon, c'est une taverne des testeurs. On va voir. Ah voilà, il y a quelqu'un qui a déjà utilisé Cypress plus Axe. Voilà. Axe, il y a des intégrations avec quasiment tous les logiciels open source de testing. Playwright, Cypress, Selenium, etc. Vous pouvez tout intégrer avec Axe. Et ça vous donne un rapport. Et après, bon, ils ont des versions payantes pour reporting, CI/CD intégré avec un peu plus d'intelligence, etc., etc. Alors, on va faire un peu de vérification visuelle, de vérification auditive, d'opérabilité avec un clavier, de voir comment on fait les formulaires de la bonne façon, un peu de structure, etc. Alors, je vais aller sur mon browser, ici, hop, et je vais vous montrer, tac, hop. Alors, là, je suis sur le site web d'un collègue, il a une start-up et il a voulu faire une application pour acheter et vendre des actions, par exemple. Alors, je vais lancer un test automatique. Là, par exemple, j'ai Google Lighthouse. Moi, j'ai installé aussi Accessibility Insights, c'est ce plugin-là. Et vous avez aussi, si vous voulez, vous installer Axe DevTools Pro ou normal. C'est un plugin ici. Et du coup, vous avez le scan de votre page. Alors, je vais scanner la page, voir ce qu'il me dit. Voilà, sans rien faire, j'ai déjà 5 problèmes d'accessibilité identifiés. Je peux avoir ce petit logiciel pour le trouver facilement. Il va venir, oh, shares. D'ailleurs, Axe, on peut le configurer en français. Ici, je peux peut-être le changer. C'est super pratique parce que Accessibility Insights, il n'est pas configurable. Du coup, ça, c'est pas terrible. Ok. Alors, je pense qu'il faut que je redémarre, mais bon. À la base, si vous ne comprenez pas l'anglais, parce qu'il faut que je redémarre mon browser pour qu'il tienne en compte le changement, il va me dire qu'il n'y a pas un texte accessible. Du coup, si je suis en train d'utiliser un lecteur d'écran, ici, je ne vais rien avoir. Je ne sais pas que ce lien-là, il va me rediriger vers la home page. On a le même souci avec les réseaux sociaux. Du coup, là, je ne sais pas ce que c'est ce lien, si j'utilise un lecteur d'écran. Voilà, ça c'est un test automatique, ça identifie des problèmes sans que je connaisse rien du tout en termes d'accessibilité. On va vous faire un petit test, cette fois guidé manuellement. Alors, comme je dis avant, Axe, il y a une version de testing manuel. On va utiliser un plugin un peu différent, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs options. Alors lui, si je tourne les tests automatiques, je clique sur un, vous allez voir, il va me sauter les mêmes problèmes sur le lien. Hop, link name, on a vu, on avait 5 liens qui ne marchaient pas, c'est la même chose. Et j'ai aussi un petit helper visuel qui va me dire, ok, ça ne marche pas. On va faire la partie guidée. Par exemple, focus visible. Et vous allez voir ici, quand je navigue sur la page, je clique sur Tab pour utiliser juste le clavier. J'utilise juste le clavier, pas la souris. Du coup, je tab, je suis sur Purpose, Community, Careers, Learn. Et quand je tab et je tombe sur United Kingdom, j'ai aucun indicateur de focus. Alors, ce genre de logiciel, il va me dire comment est-ce que je peux tester. Bah, utiliser le clavier avec la touche Tab pour naviguer entre les éléments. Et quand vous focusez tous les éléments, assurez-vous qu'ils sont visibles. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, je pourrais le marquer comme fail. En plus, j'ai des petits logiciels qui m'aident, quand je ne vois pas le focus, à voir cette petite bulle qui m'aide à voir où le focus se trouve, en plus que l'ordre du focus. Là, par exemple, si je vais sur Amazon, eux, ils ont un problème aussi. Vous allez voir, je suis sur Amazon, livré, les catégories, la recherche, encore la loupe.
mon compte, je tab et ça disparaît. Alors là, je ne sais pas où je suis. Et vous allez voir, quelqu'un qui est en train d'utiliser ça, si je touche la touche entrée, hop, je me suis déconnecté. En fait, ça a navigué vers un élément invisible parce que c'est dans un menu qui est pour faire le logout. Alors, vous comprenez maintenant aussi l'importance d'avoir ces éléments visibles sur l'écran tout le temps. Là, on va faire par exemple un petit test un peu différent. Là, on va tester avec Google, par exemple. On va utiliser Lighthouse. Et tac, sur Galerie Lafayette, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, Lighthouse, le seul problème qu'il a, c'est qu'il recharge la page. Alors, si vous êtes derrière un formulaire ou des choses comme ça, où il faut cliquer sur certains éléments pour arriver à votre page, des fois, la recharge, ça peut casser ça. Alors, c'est pour ça que c'est pas très pratique. Par contre, ils ont des trucs bien pour la CI/CD en intégration. Alors, je recharge la page. Et là, il va me sortir pas mal de problèmes. Il va me donner un score, comme je dis, c'est à titre indicatif. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème de vision, c'est connecté, franchement, c'est pas très visible. Il y a des boutons qui n'ont pas un nom accessible. Il y a des images qui n'ont pas des textes alternatifs. Pareil avec les liens. Du coup, j'ai des liens ici. Si je descends, je vais voir la carte cadeau. Là, c'est un lien et il n'y a pas un nom accessible. Vous allez voir, name, il n'y a rien du tout. Je ne peux même pas faire du focus avec le clavier. Du coup, là, vous voyez, il y a des problèmes à niveau du site, des couleurs, des contrastes aussi. On peut voir, par exemple, solde. Je peux utiliser des outils pour analyser le contraste. Ça, c'est un outil manuel. On peut le faire de façon automatique aussi. Mais là, on peut voir, OK, double A pour un texte large, ça passe. Bon, ben, ça, c'est bien parce que c'est 3,1, ça passe. C'est un texte large. Par contre, les petits boutons, ils ne sont pas des textes larges. Alors, il ne passe pas. Là, c'est un problème. Et on pourra le voir aussi normalement ici. Sur Google, si on navigue sur les éléments et le CSS, si on joue ici, normalement, on peut le trouver dans la couleur. Là, il ne détecte pas le background automatiquement. Du coup, vous voyez, des fois, un outil automatique, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un peu l'expertise pour savoir où regarder, comment regarder. Et finalement, je vais voir par exemple un problème de structure. Ça, c'est un site sur lequel je travaillais récemment. Et en fait, sur leur site, quand on est sur le flow pour créer un compte, avant, ce qu'ils avaient pour les messages d'erreur, ils avaient un truc comme ça avant. Alors, il n'y avait pas ce genre de message qui me dit « Ah, l'email n'est pas bon ». Aussi, sur le styling, je peux enlever ce border à gauche. Du coup, il y avait ça comme indicateur pour me dire « Ah, ce champ, pareil, pas de message d'erreur ici, pas de panel. C'était juste un champ qui était rouge, c'est tout. » Alors là, normalement, on peut dire « Ok, je vois un champ rouge, c'est une erreur. » Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai un handicap de daltonie, comme on a vu, et je peux dire, par exemple ici, avec un simulateur, je peux dire j'ai un daltonisme rouge-vert. Tac. Là, vous allez voir la différence des couleurs entre un champ qui est valide et un champ qui est invalide, on ne la voit pas. On voit noir. Du coup, la couleur rouge, ce n'est pas suffisant pour mettre le champ en erreur. Il faut vraiment rajouter quelque chose pour ce genre de handicap, par exemple. Du coup, c'est pour ça qu'on avait rajouté d'autres types d'indicateurs pour dire, OK, rajoutons un message d'erreur, rajoutons pourquoi il y a un message d'erreur, comment le corriger, des autres indicateurs visuels, etc. Alors, c'est comme ça qu'on fait des tests d'accessibilité. Et finalement, juste pour terminer, je vous montre une petite vidéo. Alors là, c'est vraiment le truc le plus bizarre que j'ai trouvé en accessibilité. On était en train de tester sur un site juste les inputs en Android avec un nom, et c'était un champ obligatoire, donc on rajoutait un astérisque. Sauf que en bas, vous allez voir du texte qui est lit, et c'est l'output d'un screen reader en Android, du coup le lecteur d'écran qui lit le contenu. Et on a découvert, en fait, du coup, on a fait un test, vous allez voir en bas, c'est marqué name, espace, étoile, edit box, sauf que de vive voix, le screen reader lisait pas l'étoile. Elle l'a montré là-bas, mais elle la lisait pas.
Alors, si je suis aveugle, j'ai besoin que cette étoile soit lie. Alors, pourquoi elle n'était pas lie? Alors, on a trouvé que sur certaines instances, l'espace entre l'étoile et le dernier caractère aidait, mais pas dans tous les cas. Du coup, on avait essayé avec un label comme placeholder, un label en dessus, un label à l'intérieur aussi. Et on avait découvert que j'étais en train de tester avec une collègue et son téléphone était en anglais, chez elle ça marchait pas, le mien était en espagnol et chez le mien ça marchait. Alors on a trouvé par exemple que sur Android Talkback, on a un problème avec les astérisques qui n'apparaît pas dans toutes les autres langues, j'essaye en français aussi, mais ça apparaît en anglais. Alors là, ce genre de test, il n'y a aucun outil qui va vous aider à l'identifier. Ça, c'est que du testing manuel. Et pareil, pour trouver une solution, on va dire un workaround, de rajouter l'espace pour avoir plus de cas qui passent. Pareil, ça, c'est du testing qui a été fait à la main pour voir comment résoudre le problème de la meilleure façon possible. Et après, bien sûr, on a ouvert un bug chez Talkback pour que Google le règle. Et voilà, ça, vous avez un peu tous les niveaux de l'automatisme le plus facile à le testing vraiment hardcore où il faut faire sa propre app avec des test cases différents pour jouer avec, comprendre les problèmes et essayer de les adresser de la meilleure façon possible. Du coup, merci pour votre temps et je pense qu'on peut avoir un espace pour les questions. Exactement, merci beaucoup Antoine. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense que chez moi, le chat, il arrive un peu en retard, Marc. Du coup, si tu peux les lire, parce que, bon, je vois des gens t'en taper, mais peut-être. Il y a eu des questions sur l'outil qui avait été utilisé pour déterminer les contrastes. Qu'est-ce que Oui, tu as utilisé? oui, ça s'appelle Color Je peux le mettre sur le chat. Color Contrast Analyzer. C'est par The Paciello Group. Voilà. Euh, Remonter le slide des outils. Alors, tac. De toute façon, le support sera disponible hein, dès que l'article sera sorti avec le lien vers la vidéo. Mais- Y a-t-il des outils pour tester l'accessibilité des applis mobiles? Oui. Par exemple, alors je peux vous partager l'écran. Je vais tenter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas démarré. Peut-être qu'ils vont me dire de le mettre à jour. Mais je peux vous montrer, par exemple, sur Android, il y a quelque chose qui existe de base. Ok. Hop, pardon. Ok. Alors là, vous devriez voir mon écran de mon téléphone. On va essayer de le mettre plus grand. Est-ce que je peux... Ici, voilà. Alors, par exemple, on va aller sur, je sais pas, Amazon ou un truc comme ça. Ou, je sais pas, Amazon, hop, Amazon.fr. Et ici, sur Android, on peut configurer des outils. Oh non. Hop. Hop. Et voilà. Alors, j'ai test d'accessibilité ici. Hop. Et en fait, j'ai un petit tic bleu qui apparaît. Et quand je le lance, je peux soit faire, par exemple, une capture d'écran pour qu'il me donne sur cet écran les problèmes qu'il a détectés, soit je peux faire une vidéo. Alors, pourquoi il n'a pas marché? Il a bugué. Non, il n'a pas réussi à évaluer ce site web. Bon, c'est pas terrible celui-là. Pourquoi? Je sais pas. On va tenter un autre. Oui, il est activé. Soit on peut faire une vidéo et du coup, tous les écrans qu'on passe, lui, il va enregistrer, il va essayer de trouver tous les problèmes d'accessibilité euh, dans toute la navigation qu'on a enregistrée. Et du coup, comme ça, après, lui, il s'arrête et il nous fait un rapport. Et voilà. Mais je pense que pareil, il est en train de bugger. Et oh. Attends, on va redémarrer.
Je voudrais bien vous montrer l'output. Voir s'il processe, ça prend un petit peu de temps, mais normalement, en fait, c'est un peu comme Lighthouse, il output juste une liste de problèmes qu'il a pu trouver, et il recommande comment faire sur une application native de... Non, l'outil, c'est pas Glidex, c'est intégré sur votre téléphone Android, et ça s'appelle juste, si vous venez sur le menu accessibilité, sur votre menu accessibilité, normalement ici, vous avez toute une partie bouton accessibilité. C'est pas ici vraiment. C'est pas le truc que je configure tous les jours. En fait, dans ces options quelque part perdues, il y a une option pour activer TalkBack. Du coup, ça c'est le lecteur d'écran. Ça d'ailleurs, on peut voir comment marche un lecteur d'écran. Ça peut être intéressant aussi. Dans paramètres supplémentaires, accessibilité. Enfin, moi, c'est ça sur le mien. Ouais, mais je suis sur le menu accessibilité. Test accessibilité, voilà. Et voilà, test accessibilité. Et du coup, ici, j'ai un outil et on peut l'activer. Et du coup, si on l'active, quand j'active le menu d'accessibilité de mon téléphone, j'ai certaines options qui s'affichent. Alors, moi, j'ai activé le screen reader et le test d'accessibilité, mais il y a d'autres outils. Par exemple, Android vient de faire une release sur la dernière version où ça peut identifier des sons autour de vous. Du coup, par exemple, une personne qui est sourde, le téléphone va reconnaître par exemple que le micro-ondes a sonné ou qu'un bébé pleure et il va envoyer une notification pour vous dire bébé pleure. Ou par exemple, je peux utiliser des gestes juste avec mon visage, par exemple regarder à droite ou à gauche, sourire, et ça fait du reconnaissance de visage pour activer une fonction. Du coup, je peux faire une configuration où je fais tourner à droite, c'est swipe à droite, sourire, c'est OK, être triste, c'est annuler, des choses comme ça. Du coup, une personne, par exemple, qui est paralysée du cou en bas, ils peuvent utiliser ce genre de reconnaissance faciale. Et ça, on peut l'activer, le désactiver grâce à ce menu d'accessibilité. Alors, je vais tenter une autre outil parce que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir vous montrer le résultat d'un test. Mais bon, entre-temps, alors il y a la liste des critères RGA qui a été mise. Ah, voilà, OK. Du coup, il me dit, OK, j'ai 7 choses à améliorer. Du coup, si je tape sur la liste, il va me parler de contraste. Il va me dire le contraste actuel, c'est 2,97 à 1. Du coup, pareil. Quand on parlait de relativiser le score, le critère dit 3 à 1 pour du texte large. Si on a 2,97, bon, c'est pas très grave. Du coup, ça décrémente notre score, mais en réalité, à fait pratique, c'est pareil. Alors, moi, quand je fais un audit, je suis obligé de le reporter. C'est raté. Mais par contre, je rajoute un niveau de sévérité. Il y a des choses plus importantes à régler que ça. Voilà, vous avez des éléments tactiles, par exemple. La taille des éléments tactiles, c'est très important. Du coup, ça recommande de l'augmenter aussi à un certain minimum. Il y a des critères pour ça. Du coup, là, vous avez vu un exemple de ce que ça donne un outil automatique sur Android, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les critères d'accessibilité. Ouais, on peut jeter un coup d'œil à ça aussi, hein, par exemple, pour vous montrer à quoi ressemble un critère d'accessibilité selon la norme RGA. Et en fait, c'est juste un test. Et on fait, pour chaque image, on va s'assurer que le rôle image existe ou qu'il y a une alternative aussi textuelle. Bah, du coup, bah, on peut voir. Et si on ouvre ça, ça va nous parler de comment vraiment aller dans le détail du test. Alors, normalement, à chaque fois, dans la méthodologie, alors je ne sais pas pourquoi ici, il ne le montre pas, il y a le lien vers le critère WCAG qui est impacté. Alors, je ne le vois pas là. Il y a un kit d'audit normalement. Et non, mais c'était quelque part. Je me rappelle plus où c'est. Mais en tout cas, à la base, c'est ça qu'on peut utiliser. Alors, soit vous téléchargez le kit d'audit, soit vous faites votre propre outil, vous reportez sur Jira, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est juste, il faut baser ah voilà, c'est tout en bas du critère en fait. C'est le critère 1.1 et tout en bas, il a toutes les références vers WCAG. Alors vous avez, ça c'est exactement la même chose que WCAG 1.1.1.
Pourquoi? Parce que si on ouvre WCAG 1.1.1, il va nous expliquer comment tester le critère et comment satisfaire le contenu non textuel. On peut le voir ici. Comment satisfaire le contenu non textuel en anglais. Et, Et du coup, on peut essayer de suivre ça et les techniques de test. Et c'est la même chose que WCAG. Ça va nous donner des exemples et voir comment le tester. il y a d'autres questions par rapport au test sur smartphone. Est-ce qu'il y a un équivalent pour tester sur les iPhones Alors, en d'applications intégrées? iPhone, intégré pour le test automatique, je ne sais pas. Par contre, pour le lecteur d'écran, oui, on a un équivalent qui est intégré. D'ailleurs, pour tout ce qui est testing mobile, en général, moi, je recommande fortement partir sur du testing manuel. Bon, on automatise tout ce qu'on peut, hein, mais bon, c'est en général un peu plus particulier parce qu'il y a tous les gestes de swipe, etc. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, sur iPhone, en fait, il y a, on va voir ça, je pense, alors il y a un site en Angleterre qui s'appelle WebAIM qui font un survey, une enquête tous les ans pour connaître le type de techno qui est utilisé chaque année. Alors, c'est vraiment un truc énorme. Il prend 1500 personnes pour faire leur étude. Et sur Mobile Screen Reader, en fait, l'énorme partie d'utilisateurs, 72%, c'est une énorme majorité, est sur Apple. Alors, en desktop, on est toujours sur du Chrome, Firefox, Edge, ça varie beaucoup. Sur téléphone, c'est vraiment Apple iPhone, c'est le truc qui marche nickel, tout le monde l'utilise. Largement, en plus. Du coup, bon, je recommande en général, si vous faites du testing en mobile, tester pour Apple plutôt que pour Android. Je vais vous partager mon écran et comme ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble un test en iPhone. Alors, est-ce que je vais pouvoir connecter mon iPhone? Tac. Oui, utilise le Bluetooth, tout ce que tu veux, refresh. Il faut que je me connecte. Alors. Pardon, mais comment je ne m'attendais pas exactement à tout ça. Login. Voilà, ok. Alors, là, détecte mon téléphone, accepter, start broadcast. Parfait. Voilà. Ok, là je suis sur un iPhone. Et bon, en fait, je sais pas, on va ouvrir Prime Video par exemple. Et, euh, et là, ce que je vais faire, c'est je vais allumer pareil un menu d'accessibilité de la même façon que sur Android. Du coup, ici par exemple en Apple, si j'appuie 3 fois sur le bouton démarrer sur cette version d'iOS, j'ouvre le menu d'accessibilité. Là, je vois, j'ai configuré plus d'options parce que je devais faire des tests un peu différents, mais il y a exactement la même chose sur Android. Il y a le contrôle vocal, accessibilité clavier, etc. Là, je vais démarrer un screen reader. Et en bas, tout en bas, vous allez voir, ça va lire en texte aussi, en output en texte, l'output visuel, l'output auditif, pardon, du screen reader. Du coup, quand je fais des swipes, bah, il va le mettre en bas. Et après, je peux configurer la navigation. Du coup, je peux naviguer par heading, juste par élément vertical, par mot. Par exemple, on prend les headings. Et on fait un test de structure. On va voir, par exemple, si la structure, elle est bonne. On va dire, OK, ça c'est un heading. Continue watching, Amazon Prime, etc. Du coup, on peut voir que là, on a une bonne structure de heading. Ça a du sens. Je peux vous montrer un exemple où ça n'a pas du sens. Ici, par exemple, sur Galerie Lafayette, on va sur Homme, sur Basket. Là, j'ai plein de baskets. Je vais utiliser un petit logiciel juste pour montrer les headings. Tac. On va faire heading. Et ici, on a notre petit logiciel qui va nous aider. Hop. Il va nous marquer, OK, ça c'est un H1. Et ici, on descend dans la page et on va voir, dans un texte, on a un H2
qui est marqué en plein milieu d'un texte qui n'est pas vraiment très important. Tenons compte, le heading, ça doit être comme un article sur le journal. On a le titre du journal, après chaque article a son titre, ça peut être de heading 2, des articles plus petits de heading 3. Il faut avoir une structure logique. On l'a vu sur Amazon, chaque section, film, série, machin. Là, ça n'a pas de sens. Là, on est en plein milieu, même format qu'un texte normal. Du coup, bon, ça c'est un exemple d'un test qui rate. Ça ne peut pas être détecté par un outil automatique. Ça, il faut tester à la main. Ça, il faut connaître. Et voilà, quand on voit ce genre de truc, on peut voir, OK, j'ai un problème avec la structure de ma page qu'il faut corriger. Parfait. Une dernière question. Ouais. Une question qui est plus d'un point de vue développeur, un développeur front. Quels outils tu lui conseillerais pour faire des tests comme ça d'accessibilité au quotidien? Là, tu avais parlé d'une CI. Ouais, du coup, alors, déjà, l'extension sur VS Code et sur IntelliJ à Accessibility Linter. Ça, c'est juste un linter. Du coup, si j'ai une image, j'oublie de mettre un texte alternatif, il va me dire n'oublie pas de rajouter ton texte alternatif. Alors, Axcore, ils ont une version payante de ce linter qui fait qu'on puisse l'intégrer en pre-commit hook ou des choses comme ça. Genre, quand je fais faire un commit, ça va tout linter, être sûr qu'il n'y a pas de problème et ça ne permet pas de faire un commit. Alors, un linter, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand je suis en train de faire du code et je fais des erreurs. C'est comme le autocorrection sur Microsoft Word. Quand j'écris mal un mot, j'ai la même chose. Quand j'écris mal du code, il me le souligne en rouge et il me propose une solution. Du coup, il me dit Ensure the image, assurez-vous que l'image a un texte alternatif et j'ai un fixe. Et soit, bon, là, il n'est pas très intelligent, mais normalement, si je rajoute un texte alternatif pour l'image, pour qu'une personne qui utilise un lecteur d'écran puisse avoir une alternative à cette image qui a un sens, il faut rajouter ce texte alternatif, ce paramètre alt. Si c'est une image qui n'est pas importante à niveau de la signification, c'est juste quelque chose de décoratif, on peut faire comme ça, et du coup, le screen reader, il va l'ignorer. Autre chose, du coup, comme je dis, dans la version payante, on peut avoir des choses un peu plus élaborées. Moi ici, par exemple, je suis en train de coder une application Angular. Du coup, sur ESLint, sur la configuration lint, ESLint, c'est en fait un package qui me permet de tourner ce genre de linter dont on a parlé avant dans la CI/CD. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai un plugin de Angular, c'est maintenu par Google, hein, c'est les gens qui ont créé le framework Angular pour le développement front-end. Et il y a une partie ESLint qui tient en compte des choses recommandées sur la partie HTML, le template. Et il va tester qu'il y a le texte alternatif, qu'il y a des éléments corrects en termes d'accessibilité pour les labels, pour les formulaires, etc., etc. Que les paramètres ARIA, comme un label accessible, sont valides, des choses comme ça. Ça, c'est gratuit. Alors, ça aide pas mal les IA. Alors, pas du tout. ChatGPT, c'est de la grosse daube en termes d'accessibilité. Pourquoi parce que ça a été entraîné jusqu'à 2021 avec toute l'Internet. 99% d'Internet n'est pas accessible. Forcément, l'IA ne va pas être accessible. Alors, elle connaît des trucs de base, comme le texte alternatif, mais je vous encourage à faire un test d'accessibilité, c'est pas une formation ou un truc comme ça, où il vous propose un test où il y a 4 réponses. L'IA va se tromper 25% du temps. Alors oui, c'est mieux que zéro, hein, sûrement, mais c'est pas un résultat acceptable. Du coup, c'est quelque chose qui a été entraîné avec un Internet qui n'est pas accessible. Il n'y a pas beaucoup d'experts d'accessibilité. C'est quelque chose qui n'a pas été tenu en compte vraiment pour l'instant. Problème aussi, c'est qu'on utilise de plus en plus l'IA pour générer du code, c'est-à-dire que ça va être le contenu d'Internet va avoir encore plus des données énormément générées par des IA qui utilisent du contenu non accessible pour générer leur contenu, c'est-à-dire il y aura encore plus de contenu non accessible. Alors c'est quelque chose où moi perso j'ai réfléchi. Alors on a tous entendu, ou la majorité sûrement, entendu parler de ChatGPT qui utilise un algorithme d'IA de transformer et pour
parler, raisonner comme une personne. Alors, cet algorithme peut être amélioré et tu peux parler avec OpenAI pour parler avec eux, développer leur système et l'entraîner pour ton cas particulier. Je connais personnellement quelqu'un qui travaille dans une entreprise d'avocats et on peut poser des questions par rapport à la législation qui a été entraînée, comme je dis, jusqu'à 2021. Le chat n'est pas connecté à Internet, il n'a pas les dernières données d'Internet. C'est juste à un moment donné en 2021, on ne sait pas trop quel moment. Mais cette IA, il peut répondre à des questions législatives. Mais mon collègue, par exemple, sa boîte a donné plein des cas juridiques. Alors, je lui posais un exemple au chat pour comparer. C'est le jour et la nuit. Quand le chat est entraîné pour quelque chose, c'est une machine. Alors, pour l'accessibilité, on pourrait entraîner une AI pour que ça devienne une machine de guerre en accessibilité, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut l'investissement, il faut les bonnes données surtout pour entraîner. Si vous travaillez un peu dans le monde du machine learning, on dit beaucoup garbage in, garbage out. On a de la poubelle qui rentre, il y a de la poubelle qui va sortir. Hein. Du coup, pour l'instant, l'IA, elle est entraînée avec des données d'Internet qui ne sont pas très accessibles. Il y a plein de sites de WordPress, de Wix, des choses comme ça, qui ne sont pas codés de façon accessible. Ça a été entraîné avec ça, du coup, forcément, à la sortie, il va trouver on va dire, des structures similaires qui ne sont pas forcément les bonnes en termes d'accessibilité. Alors, pour l'instant, ça reste quelque chose qui, bien sûr, faut tenir en compte. Et moi, personnellement, j'aimerais bien travailler avec une IA entraînée pour l'accessibilité, mais pour l'instant, ça n'existe pas. C'est en développement. Il faut tenir en compte aussi que l'algorithme GPT, ça existe depuis 2017. Du coup, le chat, c'était vraiment juste une interface vers cet algorithme merveilleux. Alors, sans Bon, accessible, parfait. Merci beaucoup. aussi, oui. On va arrêter là. Je pense que de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Antoine nous a fourni ses coordonnées. Et comme vous pouvez le voir, hein, il est passionné et capable de répondre à énormément de vos questions. Est-ce que tu peux remettre le dernier slide, s'il te plaît? Oui. Tac. Voilà. Donc, merci à vous tous pour votre participation. On avait anticipé pas mal de questions avec Antonio, c'est pour ça que la présentation était plus courte. Et on voit que ça a été une bonne supposition. Donc, merci beaucoup pour votre réactivité. Prochain webinaire en mars, donc après les vacances de février, une présentation avec deux experts sur la gestion des exigences en agile. On proposera sûrement aussi tester des logiciels à base d'IA, voilà, le pendant de la table ronde que l'on avait fait il y a quelques mois. Et voilà, on réfléchit à d'autres sujets sur du non fonctionnel, des tests techniques. Si vous avez des idées, contactez-moi. Il y aura sûrement quelque chose, évidemment, sur tout ce qui va être test de performance. Voilà. Donc, sur ce, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, encore merci, Antoine. Avec plaisir. Hein. Bon appétit. Petit. Ciao.